Rendez-vous Espace TV. Dimanche 26 septembre, 21h20, Guékédou, ville martyre. Donc Guékédou, dans son propre nom, je vais vous dire l'histoire, dans son propre nom, c'est pas Guékédou. Au dernier trimestre de l'année 2000, la Guinée connaissait des incursions rebelles. La préfecture de Guékédou, la plus touchée, a vu ses fils mourir, ses biens emportés ou détruits et son économie fortement éprouvée. Depuis 2 décennies, la commune urbaine, les communes rurales de Tekoulo, Nongoa et Kassadou peinent à se relever. Plus de 20 ans après la guerre, Malik Sangiana Camara, Bernard Koundouno, Justin Leno et Aliouba vous emmènent sur les traces des rebelles à la rencontre des jeunes volontaires, ceux-là même qui se sont sacrifiés aux côtés de l'armée guinéenne pour libérer la préfecture. Les jeunes qui ont été fraîchement égorgés ici, ça m'a excité à être dedans davantage. Et surtout, je ne voulais pas qu'on touche à une partie de la Guinée sous cette forme-là. Guékédou, ville martyre. C'est ce dimanche 26 septembre à 21h20 sur Espace TV. Espace TV, la télé de la mémoire. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez du côté de Dakar sur non seulement les bouquets Canal+, mais aussi sur la TNT de ce côté. Amadou Sow à la réalisation. Merci à Kabine Kondé, à Malisila, Mafata Sano, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Foté Souma, toute l'équipe du côté de la régie. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Sola Média diffuse cette émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais aussi sur Twitter, dont je vous recommande d'ailleurs fortement le hashtag Espace GG. Vos messages évidemment seront pris en compte dans un instant pour votre plaisir. Je le disais tantôt, l'histoire de la Guinée de la dernière décennie, donc c'est parfois raconté avec lui de Jeune Afrique, en passant évidemment par Dakaractu.com entre autres, en passant par Conakry Actu, Cheikh Yérim Seck, donc c'est souvent invité au débat guinéen. Ses motivations, l'Afrique, mais aussi des acteurs de la scène politique de notre pays qu'il connaît bien, Dadis Camara, Sekouba Konaté, entre autres, ou encore Alpha Condé. Nous essayons de comprendre ce matin, Alpha Condé, il faut le rappeler, président déposé donc ce 5 septembre, s'il est connu, en tout cas pour avoir un regard pointu sur l'actualité voisine de son pays, le Sénégal, il n'en reste pas moins un journaliste controversé. Que sait-il des facteurs qui ont conduit à la chute d'Alpha Condé? Cette question posée ce matin chez les GG. Quels sont ses rapports avec le CNFD? Quelle proposition en tout cas pour la transition? Cheikh Yérim Seck, vous le voyez à l'écran, il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Je vais partir avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là, évidemment sur le 657 39 13 13, avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. À mon avis, que ce soit le 28 septembre ou le 2 octobre, au lieu d'aller faire la fête, on devrait plutôt se mettre autour de la table, et bien dire, pour discuter comment faire pour sortir la Guinée du chaos. Donc c'est ingénieur Icor, j'essaie de reformuler un petit peu les vrais gens qui nous envoient ce message. On reste avec cet autre également, lui c'est Henri Momou de Oué qui nous écrit: bonjour les GG, je ne méprise pas les âmes tombées le 28 septembre 2009, mais on ne peut pas perdre de vue l'importance du 28 septembre 1958 qui marque l'histoire de notre pays à cause des intérêts politiques. Signé Henri Momou de Oué qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, on peut bien célébrer les 2 28 septembre en commençant par un moment de rappel et de recueillement pour les victimes à partir même de dépôt de Jacques de Frères entre autres. Lui c'est Gassel qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, dites à Daouda que jusqu'en 1994 on a bien fêté donc le 2 octobre par un grand défilé donc à la place des Martyrs avec la participation de toutes les écoles de la capitale et de toutes les couches sociales, y compris l'armée. Ama de Pifria qui nous envoie ce message. Quelle hérésie de dire que la Guinée n'est pas un État alors que c'est un territoire délimité par les frontières et soumis donc à des lois. Cette tendance à faire table rase de tout est vraiment malheureux. Conté qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Lui c'est Aboubacar Massiré Bangou
Goura de Dar es Salaam 1. Bonjour les GG. Nous rendons hommage à toutes les victimes du 28 septembre. Cultivons la paix dans nos cœurs, car la Guinée est une famille et restera donc pour toujours. Merci à vous, auditeurs. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG. Salut Diallo depuis Nzéré-Corée. Moi, je pense que la seule chose qui pourra distinguer donc les deux événements du 28 septembre, c'est la justice, parce que le premier est un moment de joie, de satisfaction, et le second, c'est contraire. C'est évidemment un auditeur qui nous envoie ce message. Très nombreux ce matin à nous écrire sur Twitter. On a encore 4 minutes évidemment avec vous, auditeurs, au 657 39 13 13, mais plutôt le hashtag espace GG avec la complicité de Cabinet Condé du côté de la régie. On y va avec Keita Mamoudou, Dr K qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Lamine a toujours du mal à prononcer le CNRD. Voilà, tu arrives à le faire. Donc je vais informer mon homonyme Mamadi Doumbouya. Le 28 septembre est une date plus que sacrée pour l'histoire de notre pays, que ce soit en 1958 en 2009. Les deux dates sont importantes. Merci beaucoup mon cher ami. On reste avec Maki de Dar es Salaam également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Le 28 septembre, celui de 58 et de 2009, nous assumons notre nom et nous disons non 63 fois, et parallèlement plus jamais le 28 septembre 2009. Maki de Dar es Salaam qui nous envoie ce message. Mohamed Conté également qui nous écrit. La plupart des Guinéens ne sont pas respectueux de ces dates importantes. Merci beaucoup Mohamed. Ibrahim Sori Kouyaté également qui nous écrit. Le 28 septembre, une date, deux événements majeurs de notre histoire qu'il ne faut pas occulter. Merci beaucoup. Assumons notre passé et pour ne pas être condamnés donc à reproduire les mêmes erreurs. Merci mon cher ami. Procureur Emmanuel Loa également qui nous écrit sur Twitter. La dévalorisation de cette date du 28 septembre est la simple résultante d'un déni de justice observé à l'égard des victimes de 2009. Ce n'est pas parce que c'est pas une date importante, je veux dire. Voilà, merci beaucoup mon cher Emmanuel. Aboubakar Sidiki Silla également qui nous écrit. Bonjour les juges. La célébration de ces deux dates dépend des autorités. Il faut faire les prières pour les victimes de 2009 et faire un discours de reconnaissance aux héros de 1958 et au stade du 28 septembre. Voilà. Et surtout, il faut raconter l'histoire. Silla, depuis Lambagne, qui nous envoie ce message. Soit Khalifa Yombuno également qui nous écrit. Bonjour les GG. À mes yeux, chaque communauté historique a une identité différente et respectable qui doit être maintenue et défendue. Nos symboles nationaux doivent être fêtés et honorés, il veut dire aux yeux du monde, mais le complexe de nos dirigeants face aux colons, un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Djabi Ouessou qui nous écrit depuis la Turquie. Bonjour Lamine. Une histoire, un passé, ça s'assume et dans son entièreté. Il le dit ce matin, le 28 septembre 1958 reste quoi qu'on dise, une date fédératrice de la nation guinéenne. Célébrer cette date n'est pas se moquer des victimes du 28 septembre 2009. Il faut s'assumer. Ouessou Diaby qui nous envoie ce message. Mohamed Lamine Molal Doumbouya également qui nous écrit. Quand l'histoire devient individuelle, elle cesse d'être une histoire et elle devient donc un conte qui est un récit imaginaire que tout le monde raconte à guise. C'est depuis longtemps que nos intellectuels de mauvaise foi ont décidé de souiller notre histoire. Hashtag espace GG. Félicitations mon cher ami. Quelle analyse. Bravo Mohamed Lamine Molal Doumbouya. On reste avec Iboun Diallo également qui nous écrit. Bonjour les GG. Le tronçon à 1500 francs. Le couvre-feu de minuit à 4h du matin. Prisonniers politiques libérés. Les frontières rouvertes. Donc Aignolé arrêté un 28 septembre. On ne peut rêver mieux. L'histoire renaît et bravo au CNRD. Merci beaucoup mon cher ami. Youssef Kaba également du côté de PEDN qui nous écrit, toujours fidèle au poste. Les mêmes accusations portées sur Ebomaf depuis quelques années. C'est maintenant que son PDG se fait entendre alors qu'il était connu de tous, qu'il déjeunait avec le président Alpha Condé. Hashtag espace GG. Merci à vous tous. Continuez à réagir mon cher Jacques Liwaneno. Notre invité évidemment s'est installé dans ce studio et nous allons entamer le débat dans un instant qui n'est autre que Cheikh, évidemment, avec nous dans ce studio. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à cette émission. Merci. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, on voudrait revenir sur un certain nombre de choses. À l'avènement du président Alpha Condé en 2010 au pouvoir en Guinée,
vous étiez venu et puis vous avez lancé un site à l'image de ce que vous avez au Sénégal, Dakar Actu. Vous avez lancé donc Conakry Actu avec pour promesse de produire chaque jour 40 articles. Et finalement, vous n'êtes pas resté longtemps. Tout s'est arrêté. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi vous n'avez pas pu continuer à maintenir ces médias dans notre pays? Voilà, après Dakar Actu, j'ai tenté l'expérience Conakry Actu, qui s'est révélée très vite être une plateforme très très suivie en Guinée. On est passé à une vitesse de l'éclair à un réseau de trafic qui nous a obligés d'étendre, par exemple, notre audience. Voilà. Donc le site a explosé. Un beau jour, un contingent de militaires armés est venu dans nos locaux, a brutalement tout arrêté. Et c'est comme ça que Conakry Actu a disparu. Donc c'est le régime d'Alpha Condé qui a tué Conakry Actu dans l'œuf. Comment nous ne l'avons pas su? Mais ça, tout le monde le sait. Tous les médias ici. La descente des militaires à votre siège? Il y a eu une descente des militaires doublée d'un changement de DNS par la RTP. L'autorité de ça, c'est connu ça. Il y a beaucoup de sites ici qui ont... Les grandes gueules. Mais quelles étaient les raisons? Pourquoi? Soit disant que le site était critique vis-à-vis du régime. Voilà, c'était ça qui nous était reproché. Il y a beaucoup de sites critiques à l'endroit du régime. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que les sites critiques à l'endroit du régime... Je veux dire, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est une histoire récente. Je veux dire, bon, le problème c'est que, bon, effectivement, ça n'a jamais vraiment fonctionné entre Alpha Condé et moi. Ça c'est connu, je veux dire. Parce que bon, il a toujours pensé que j'étais quelqu'un de procédurier. Il n'a jamais caché, hein, Alpha Condé. Donc, les informations qui nous parviennent nous font savoir. On nous apprend que c'est Kouyaté qui a précipité la fermeture de Conakry Actu. C'était pas après. La même période, hein. C'était pas la même période, hein, Antoine. Ça n'a rien à voir. Attendez, laissez finir. Allez-y. C'est de quoi je parle. Allez-y, Antoine. On nous apprend que Kouyaté a précipité la fermeture. Après, bien sûr, vos accrochages. Il y a un article de presse contre lui, Kouyaté, par rapport à un prince émirati. Et derrière, il a révélé une information selon laquelle Cheikh Yérim aurait voulu l'escroquer un montant de 150 000 € pour un article de presse contre Chantal Coll. D'où vient ça? Contre Chantal Coll. En 2015, M. Yérim Seck. Ça, c'est une histoire rocambolesque que j'apprends pour la première fois. C'est une première. Et puis Kouyaté, pour votre information... La révélation de Kouyaté, c'était sur nos antennes. Non, laissez-moi poser ma question, Ahmed. Vous n'êtes pas l'invité. Je ne suis pas. Je parle à Cheikh Yérim Seck. Mais vas-y, voilà, laisse-moi poser ma question. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Donc c'est une histoire rocambolesque que je viens d'apprendre à l'antenne. Kouyaté, pour votre information, c'est quelqu'un que je connais depuis la CEDEAO, avec qui j'ai longtemps travaillé quand il était Premier ministre. Et c'est un des rares hommes politiques guinéens que j'ai eu le privilège de recevoir à manger chez moi, à Dakar. Donc on a d'excellents rapports. Sa femme, Fanta, est une grande sœur pour moi. Donc vraiment, il y a beaucoup de fantasmes qui sont... Voilà. Monsieur Yérim, c'est une info qui est en 2015... Kouyaté, sur nos antennes, a dit clairement que Yérim Seck a tenté de l'escroquer un montant de 150 000 €. Kouyaté n'a jamais dit. Par rapport... Non. On peut vous sortir les articles de presse. Les articles existent. Monsieur Yérim Seck, sur le cas Chantal Coll. Non, je ne crois pas. Sur le cas Chantal Coll. Parce que Kouyaté, c'est quelqu'un avec qui, jusqu'à preuve du contraire, j'ai de très bons rapports. Donc cette information, vous ne la reconnaissez pas? Totalement. Comme tout, beaucoup de choses, beaucoup de fantasmes. À l'époque, je reviens sur votre article de presse, sur un prince émirati contre qui, selon votre article de presse, Kouyaté avait tenté de stocker de l'argent. Non, vous n'avez pas suivi d'ailleurs l'enquête. Parce que c'est moi qui ai fait une enquête sur cette affaire. Qui l'ai rédigé et au bout du compte même, c'est une enquête qui disculpe totalement Kouyaté parce que j'ai suivi la trace de ce prince émirati et j'ai fait un article très long pour expliquer cette histoire. Je maintiens les révélations de Kouyaté sur vous, Cheikh Yérim Seck. Il vous a accusé à l'époque de lui avoir... d'avoir voulu tenter. Moi, j'ai parlé personnellement avec Kouyaté. Les grandes gueules. Alors, ma question, Alors, Cheikh Yérim Seck, allez-y. à un moment donné, vous avez noué des amitiés au-delà de Kouyaté et de grandes personnalités que vous connaissiez avant, mais vous aviez noué des amitiés avec certains courtisans du palais présidentiel. Nous avons appris que, d'ailleurs, ce sont ces démarcheurs, entre guillemets,
qui ont permis à ce que vous soyez logé pour un début du côté de l'hôtel des Nations, comme ça, l'hôtel qui est en reconstruction. Ouais, Novotel. Novotel, exactement. Ouais. Et ensuite, le président vous aurait approché dans le but d'avoir un partenariat qui aurait été, selon ma source, scellé plus tard entre vous et le gouvernement pour que vous puissiez mettre à contribution votre plume pour aider le régime à mieux communiquer. Est-ce que vous confirmez ces démarches qui ont été faites à l'époque? Il y a un fait constant, c'est que quand je suis venu pour mettre en place Conakry Actu, effectivement, j'ai logé au Novotel. Parce qu'il se trouve que Capitaine, que tout le monde connaît, est un très grand ami à moi. Dadis Capi. Camara, voilà, Ok. qui était à l'époque DG. DG de Novotel. Et donc, voilà, j'ai logé dans cet hôtel pendant tout le temps où je mettais en place Conakry Actu. Après, évidemment, j'ai changé de logement parce que bon, c'était pas tenable non plus de payer l'hôtel à flux tendu pendant des mois. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de la création de beaucoup de fantasmes, beaucoup de trucs autour de Conakry Actu. Je dois vous avouer aussi que j'ai dans le régime d'Alpha Condé des grands frères. Parce que moi, j'ai toujours assumé mes amitiés. Quelqu'un comme Ibrahima Kassouri Fofana, par exemple, a toujours été mon grand frère. Depuis mon premier séjour en Guinée, il m'avait été présenté à l'époque par Salifou Kamara Sipervé. Et donc, on a gardé de très bons rapports. Bon, mais je veux dire, la ligne de Conakry Actu, j'ai tenu à ce qu'elle reste une ligne libre. Ouais. Et pas forcément critique d'ailleurs. Moi, j'ai pas compris pourquoi à un moment donné, on a été combattu. Parce que j'ai toujours tenté, j'ai même fait à la limite de l'équilibrisme. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles je n'ai pas voulu me prononcer, comme il y avait un préjugé négatif déjà sur moi. Parce que le régime d'Alpha Condé a toujours pensé que j'étais hostile, que j'étais pro-Cellou ou pro-Sidia, etc. Parce que ce qui est arrivé au fait, c'est que moi je suis arrivé à Jeune Afrique. Une semaine après, j'ai rencontré Alpha Condé dans le bureau de Béchir Ben Yahmed. Ce jour-là, il était présent avec Sidia Touré. Bien, Béchir a fait les présentations. Mais tout de suite, le feeling est passé avec Sidia. Je sais pas, ça peut arriver, hein, ça. Voilà, et puis après, on a développé un certain relationnel. Alpha Condé étant quelqu'un de très exclusif dans les relations. C'est ça aussi la réalité. Il est totalement tranché, où on est avec lui, ou on est contre lui. C'est un peu sa conception, lui, de l'amitié. Moi, c'est pas ma façon de voir, parce que moi, je tiens beaucoup à ma liberté. Et donc, on a beaucoup d'amis communs. Hein. Des gens comme Boukounta Diallo, à qui il a toujours dit non. Lui, il est quelqu'un, c'est un gars de Sidia, puis c'est un gars de Cellou, etc. Voilà, il a toujours fonctionné comme ça. Mais moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Moi, je considère que la première vertu, la première qualité d'un journaliste, c'est la liberté. Ouais. Moi, on ne me choisit pas mes sources, on ne me choisit pas mes amis. Et donc, Alpha Condé est resté sur cette image, sur cette fixation que j'étais pro-Sidia, de sorte que quand je suis venu m'installer, au début, il y avait eu beaucoup de friction. Beaucoup de friction. À un moment donné, il ne tolérait plus la présence du site parce que le site prenait beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, je vous remercie, Lamine, pour la collaboration, parce qu'au début, vraiment, on a eu une collaboration fructueuse et vous m'avez beaucoup aidé à lancer le site. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et après, ça a pris. Et comme ça a pris, bon, ça n'a pas plu à certains, tout d'un coup, on l'a décapité. Bon, donc maintenant, il faut savoir que, comme à la fin... Est-ce que la raison fondamentale que peut-être vous ne voulez pas révéler ce matin ici, c'était pas parce que le palais vous avait été fermé, parce que vous étiez en train de relayer des informations, disons, qui provenaient directement de Sékou Touré, parfois du Conseil des ministres. Est-ce que ce n'est pas parce que ce palais-là vous avait été fermé que finalement le site a été fermé? Parce que moi, franchement, je suis dans la presse guinéenne et je n'ai jamais appris que les militaires avaient fait une descente dans les locaux de Conakry Actu. Non, mais ça, c'est connu, ça. Nous, on logeait chez Vieux Thiam c'est vérifiable, hein? Vieux Thiam, le président de l'association des Sénégalais, qui a une maison en ville, à Teminata, où on logeait. Les gens ont fait une descente militaire. Heureusement que ce jour-là, d'ailleurs, toute l'équipe était déjà partie. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est dans ces conditions-là qu'on a fermé les bureaux. D'accord. Et après, on a changé le DNS, tout ça. On ne pouvait plus avec être vu. Voilà, ouais. Justement. On ne pouvait plus être vu en Guinée. C'est comme ça que ça s'est passé. Bien. Alors, le régime, on s'intéresse à l'actualité. le régime Alpha Condé. Vous avez suivi, d'ailleurs, vous étiez sur un plateau de télévision, je pense, le 5 septembre, parce que vous avez un pied en Guinée et un autre, c'est votre deuxième pays, la Guinée. Alors, comment vous avez vécu les événements depuis Dakar? Vous avez vos entrées, vos sources. Comment vous avez vécu ces événements du 5 septembre? D'abord, pour compléter la présentation de Lamine, moi j'ai un rapport à la fois émotionnel et charnel à la Guinée.
Parce que moi, j'ai commencé ma carrière en Guinée. Je suis venu ici, j'avais 25 ans, pour travailler avec un avocat qui s'appelle Maître Alpha Omar Diallo. De là-bas, j'ai été recruté par le PNUD pour les questions de démocratie et de bonne gouvernance. Et j'ai épousé ma première femme ici, avec qui j'ai 3 enfants, qui ont la double nationalité sénégalaise et guinéenne. Donc j'ai un rapport de sang avec la Guinée. Et j'ai rempli les conditions pour avoir la nationalité guinéenne, que je vais d'ailleurs chercher, à la faveur du retour de la démocratie. Donc, comme dit Ernest Hemingway a dit, l'Amérique est ma patrie, mais Paris est mon chez-moi. Le Sénégal est ma patrie, mais la Guinée est mon chez-moi. J'ai un rapport très fort à ce pays. D'ailleurs, quand je parle de la Guinée, j'en parle avec passion, parce que c'est un pays où j'ai grandi. Voilà, tout simplement. J'ai toujours suivi ce qui se passe en Guinée, vraiment. Trop suivi ce qui se passe en Guinée. Et j'ai été frappé par un trop grand paradoxe ces derniers temps. C'est au moment où, de 2015 à 2020, l'extraction de la bauxite est passée de 15 millions de tonnes à 80 millions de tonnes, à un moment où la tonne de bauxite coûte $40, c'est-à-dire où l'État guinéen a dû engranger 3,2 milliards de dollars, qu'on a réduit les salaires des fonctionnaires de 5% et que le prix du carburant a explosé. Ça me semble être caractéristique symptomatique de ce que j'avais appelé le règne Alpha Condé. Ce déphasage total entre la prospérité exceptionnelle de ce pays et la dégradation continue des conditions de vie des Guinéens. Ça m'a semblé être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De sorte que je prévoyais une explosion sociale. Je ne prévoyais absolument pas qu'il y ait une intervention de l'armée, surtout de la part justement de l'enfant chéri du ex-président. Mais bon, voilà. De toute façon, ça devait arriver, c'est arrivé. Je l'ai accueilli avec beaucoup d'émotion, comme une sorte de délivrance. Je vous dis clairement ce que je pense. Voilà, moi, je ne fais pas de la langue de bois journalistique, parce que je pense que la Guinée mérite, pour une fois, d'être gouvernée dans des conditions respectueuses des droits de l'homme, parce que les arrestations d'opposants politiques étaient devenues le quotidien des Guinéens. L'expression politique était devenue brutale, voire vulgaire. La corruption, la preuve. Ce qui a été trouvé comme cash au domicile de certains dignitaires est la preuve que la corruption avait atteint des proportions apocalyptiques. Je pense que le peuple de Guinée, ce grand peuple, le pays de Samori Touré, de Alpha Yaya Diallo, pour moi, le pays de Camara Lai. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en savez, Cheikh Yérim Seck, par rapport au montant trouvé chez des dignitaires? Parce qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Disons, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a des choses dont par exemple, je veux dire, les militaires, ils ont saisi quand même le iPad et l'ordinateur portable d'Alpha Condé. Il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser à ça. Je vais en savoir sur les dignitaires. Dites-nous, on a cité le cas Diané Kassori, on a mis sur le compte de rumeurs, de spéculation. Est-ce que ce matin vous nous confirmez qu'il y a eu une série de montants d'argent? Non, moi je ne peux pas. Mais vous l'avez affirmé, Cheikh. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas. Vous savez, il y a des questions sur lesquelles il est très difficile d'être précis. Mais ce dont je suis certain, et je vous donne là une ficelle, intéressez-vous un peu à ce qui a été trouvé dans l'iPad et dans le téléphone portable, dans l'ordinateur portable d'Alpha Condé. Ça peut être très instructif pour l'opinion publique. Pour le rapport que le président a avec le Sénégal, nous savons qu'il a eu toujours... Non, mais c'est important. Allez-y, après je reviens. Effectivement, sur cette question précise, ce qui a été trouvé dans l'iPad ou l'ordinateur portable d'Alpha Condé, vous n'allez quand même pas parler avec langue de bois. Si vous en savez quelque chose, ben, le plateau est là. Dites-nous-en. Il y a des... Non, vous savez... T'as promis une émission explosive. C'est important. Les grands gars. Journalistes. Et vous savez, dans le journalisme politique a une particularité. On est tous journalistes, il faut préciser. Non. Mais les journalistes constituent des sources aussi pour les journalistes. Non, c'est vrai. Non, ce que je vous dis, c'est que le journalisme politique a cette spécificité qu'elle peut vous fournir des informations qui existent dans la réalité, qui sont le fruit de sources sûres, mais qu'on a du mal à prouver. C'est ça aussi le journalisme politique. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, qui existent et qu'on a du mal à prouver.
Et comme d'ailleurs la preuve est le gage, la preuve est la garantie de l'information qu'on donne, on ne peut pas s'avancer. Mais en off, après cette émission, on pourra discuter. Bien, allez-y. Alors, moi, je veux. Si, avant que Moussa n'aille avec la ligne qui est empruntée, moi, je veux revenir et j'aimerais être cash, monsieur, chèque. Non, je veux vraiment être. Oui, absolument. Alors, on vous a vu auprès on vous a vu en Guinée lorsque Lansana Kouyaté était là. C'était pas une transition, mais c'était quand même une période assez particulière de l'histoire de notre pays. Antoine est revenu sur ce cas qui a d'ailleurs été révélé ici sur nos antennes par le porte-parole du PEDN, parti de Lansana Kouyaté, frère François Bourounou, les 150 000 euros qui ont été abordés justement et qui touchaient à Chantal Col. Ça, c'est une chose. Et pour reprendre un peu ce qui a été dit à l'époque, vous auriez appelé M. Lansana Kouyaté et puis vous auriez dit, grand frère, as-tu suivi cette dame? Si tu es d'accord, laisse-moi m'occuper d'elle. Ce seraient vos propos, des propos qui vous ont été attribués ici même sur ces antennes. Ces acteurs existent encore au cas où vous souhaiteriez lever le lièvre là-dessus. Ça, c'est un exemple. Alpha Condé arrive. Vous êtes là également. C'est un nouveau départ pour la Guinée. On a dit que c'est un président démocratiquement élu. Vous êtes accueillis. Moussa est revenu là-dessus. Vous ouvrez un site, effectivement, un site bien suivi à l'époque, Conakry Actu. Et puis, paf, encore une fois, ça éclate. Avec Lansana Kouyaté, ça n'a pas marché. Avec Alpha Condé, ça n'a pas marché. Conakry Actu, j'en viens avec Dadis. Idrissa Chérif est revenu sur le cas d'Addis. D'abord 20 000 $, ensuite 100 000 $. 300 millions de francs que vous auriez reçu des mains du CNDD. Vous nous direz ce qu'il en est. Bien entendu, permettez que je prenne ce temps-là. Et vous avez même été présenté comme un journaliste corrompu. Controversé, il sait qu'il est controversé. Alors, en partant de tout ça, Cheikh, moi je veux quand même entendre votre avis là-dessus. Est-ce que c'est tous ces gens-là qui ont tort? Est-ce que vous ne trouvez pas que cette réputation-là, elle revient, elle est consistante auprès de vous, elle refuse de vous lâcher, Cheikh? D'abord, je vais en parler très brièvement parce que ce qui m'intéresse, c'est de parler de la Guinée. Mais je vais en parler quand même, c'est important d'en parler. Vous savez, Jeune Afrique a cette particularité que tous ceux qui travaillent en Jeune Afrique drainent des fantasmes comme ça. C'est-à-dire, si vous faites aujourd'hui une recherche sur tous les journalistes de Jeune Afrique qui sont passés par là-bas, il n'y en a pas un seul qui est échappé à des rumeurs comme ça. Il n'y en a pas. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre en France pour dire que le rédacteur en chef transportait des valises de palais africains, etc. etc. Comme s'il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de police dans les aéroports, etc. etc., etc. Bon, bref. Donc, je vais vous expliquer. Les grandes gueules. C'est un fou furieux. Et Dadis, j'étais pas. Et puis Dadis avait une fixation sur Jeune Afrique. Moi, des fois, je reviens sur le filet de Google les interviews de Dadis. Nous tous on sur les insultes, les trucs, les insinuations, les accusations, les affabulations. Bon, bref. Affabulation, voilà. Rumeur, fantasme. Mais est-ce que je peux aller au bout? Non, vous allez aller au bout. Parce que Idrissa Chérif, Dadis... Et Doumbouya vient d'arriver, vous êtes encore là, mon cher Yérim. Vous me posez des questions, vous me posez une question et vous ne me permettez pas de les grandes gueules. C'est ça le problème aussi. Donc, Idrissa Chérif, Dadis, c'est la même pluie. Et qui véhiculait des rumeurs sur tout le monde, qui s'acharnait contre tout le monde, qui a raconté n'importe quoi. Bref, et tout est parti curieusement d'un papier que j'avais fait sur le mystérieux, comment ça s'appelait encore? Le mystérieux capitaine Dadis, parce que je l'ai observé, je l'ai regardé, et ça ne vous semble pas curieux que c'est le lendemain de l'apparition de cet article que Dadis a fait ces déclarations-là, alors qu'on avait cohabité 6 mois auparavant. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire que dès que j'ai fait... Pourtant, j'avais suivi l'actualité en Guinée pendant cette période.
Mais dès que le mystérieux capitaine Dadis est sorti, le lendemain, Dadis s'est fendu d'une interview pour raconter n'importe quoi. Oui. Bon, bref, en fait, pour systématiser. Parce que, bon, voilà, moi, je veux dire que le plus important, je veux dire, n'importe qui peut préférer des accusations contre n'importe qui. Nous sommes le journalisme a cette particularité d'être un métier, n'est-ce pas, autour duquel il y a beaucoup de fantasmes. Les grandes J'ai eu la gueules. chance ou la malchance d'avoir travaillé dans un journal aussi qui suscite énormément de fantasmes. Ce qui est constant, c'est que ce que j'ai écrit sur la Guinée pendant toutes ces années a toujours recoupé une ligne libre, une ligne à la limite militante en faveur des intérêts de la Guinée. Moussa Moïse vient de le dire. Quand je suis arrivé ici pour Conakry Actu, j'aurais pu pactiser, j'aurais pu composer, j'aurais pu faire un journal en ligne conforme aux intérêts de Jim. J'aurais eu aucun problème en Guinée. Conakry Actu aurait pu continuer à exister jusqu'à présent. Si Conakry Actu a disparu, c'est parce que justement, je n'ai pas composé. Non, c'est trop facile de dire parce que je n'ai pas composé, parce que je ne sais pas de quelle composition est-ce que vous parlez exactement, mais ce que Tamba dit est important. Pour moi, vous n'avez pas répondu à la question. Une fois, on dit, oui, Jeune Afrique est comme ça, les journalistes de Jeune Afrique sont comme ça. 2 fois, 3 fois. Ben, en ce moment, on doit se poser des questions. Et au-delà de cela, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que Jeune Afrique, c'est quand même le média des chefs d'État africains? Bon, écoutez. Non, moi, donne-moi une minute. Zach, donne-moi une minute. Donne-moi une minute, parce qu'il faut que je réponde à cette question. Vous savez, je vais vous expliquer. Jeune Afrique est un journal qui évolue dans un environnement. Un environnement qui est un environnement économique des pays francophones d'Afrique. N'est-ce pas? Un journal, Lamine sait de quoi je parle, un média où il a de la publicité, où il disparaît. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, ça ne s'invente pas. Donc, Jeune Afrique... La publicité des chefs d'État. Non, attendez, mais vous ne pouvez pas me poser des questions et répondre à ma place quand même. Je vais vous expliquer le rapport qui nourrit ce fantasme-là. Ouais. Donc, Jeune Afrique a choisi, au-delà de la publicité privée, de faire ce qu'on appelle les plus. Les plus, c'est quoi? C'est des formes de suppléments. Okay. Des cahiers centraux qui sont à l'intérieur du journal et qui sont généralement des reportages sur un pays qui donnent l'occasion aux annonceurs de ce pays, aux annonceurs surtout publics, de faire des insertions dans ce journal. Et de ce point de vue, Jeune Afrique est obligé, pour faire ses plus, de démarcher le gouvernement. Les grandes gueules. De la même façon que lorsque, par exemple, un journal comme Le Point fait un supplément Afrique, démarche les chefs d'État africains. Vous voyez ce que je veux dire? De la même façon que, comme tous les médias internationaux, quand ils font des suppléments sur l'Afrique, démarchent les décideurs africains. C'est ça qui explique un peu ce rapport entre les chefs d'État africains et Jeune Afrique. Parce que Jeune Afrique a un besoin de publicité, a un besoin de publicité publique. Les grandes gueules. Est obligé de parler avec certains acteurs politiques. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense qu'on va essayer maintenant de laisser Cheikh Yérim Seck de côté et parler de l'actualité. C'est-à-dire, nous traversons aujourd'hui une période exceptionnelle. Cheikh Yérim Seck l'a dit ici, a senti les signaux donc de l'arrivée de cette transition. Alors, quel regard portez-vous à cette transition? Quelles sont les réelles situations que nous devrions éviter pour ne pas glisser dans une transition ratée? Non, jusqu'ici, je pense que le regard que j'ai sur cette transition, c'est le regard mondialement partagé par tous les observateurs de la vie politique africaine et guinéenne en particulier. Je pense que la Guinée est à un moment important de son histoire. J'aurais même pu théoriser dans le cas actuel la notion de coup d'État démocratique. Parce que, vous savez, au cours de la problématique du pouvoir, il y a la légalité, mais il y a aussi la légitimité. Ce pouvoir, quoique né d'un coup d'État, est un pouvoir légitime.
parce qu'il recoupe les aspirations du plus grand nombre. En tout cas, tel que les Guinéens l'ont manifesté à travers les manifestations publiques. Deuxièmement, pourquoi un coup d'État démocratique? Parce que jusqu'ici, le discours que j'ai entendu est un discours qui me parle. C'est un discours de restauration de la démocratie, un discours de rectification des erreurs du passé, de sorte que jusqu'ici, à l'image de beaucoup d'observateurs internationaux, parce que là je viens de Dakar, je suis arrivé hier, tout le monde projette globalement un regard positif sur la transition, compte tenu aussi du pédigré personnel de l'homme qui dirige la transition et qui inspire plus ou moins confiance. Maintenant, je ne suis pas du... Maintenant, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tôt d'avoir une telle appréciation de la situation? On sait, avec Dadis, vous l'avez côtoyé 6 mois. C'est après les 6 mois que vous avez eu ces déboires avec lui. Est-ce que vous n'êtes pas dans la précipitation de l'appréciation? Moi, la charte de la transition que j'ai lue, parce que j'avais réservé mon jugement sur cette question, et tous ceux qui m'ont suivi sur les médias sénégalais savent que j'avais été prudent sur cette question jusqu'ici. Mais la charte de la transition que j'ai lue me conforte dans l'idée que des pas sont posés dans la bonne direction. Parce que la charte de la transition dit des choses qui, à mon sens, sont très importantes. Et parmi les choses les plus importantes, le fait que Mamadi Doumbia, en tant que chef de la transition, ait clairement dit que le chef de la transition ne peut pas être candidat aux élections à venir, moi, me réconforte. Et l'idée de créer un gouvernement, un CNT, qui vont plancher, qui vont statuer sur les questions fondamentales pour conduire la transition, me réconforte. Mais c'est pas une nouveauté. Oui, mais même si c'est pas une nouveauté, je veux dire que... n'a pas été répondu. Celle de savoir quels sont les éléments auxquels nous devrions nous méfier pour ne pas glisser dans une transition ratée. Non, moi je pense qu'il faut évidemment une vigilance citoyenne de tous les instants. C'est évident. D'un bout à l'autre de cette transition, il doit y avoir une vigilance à la fois politique et citoyenne. Les acteurs politiques doivent être dans une veille stratégique, globale, totale. Les acteurs de la société civile doivent être dans une vigilance citoyenne totale. La presse doit être une vigie radicale de la démocratie. Comme dit l'autre, le pouvoir ne lâche que ce qu'on lui arrache. C'est Victor Hugo. Il dit le roi ne lâche que ce qu'on lui arrache. C'est ça la réalité. Donc à un moment donné, il faut que toute la Guinée se mobilise pour que les engagements pris par le CNRD soient respectés dans leur globalité. C'est bien simple que ça. Notre invité ce matin chez les GG, évidemment, Cheikh Yérim Seck, journaliste. Allez-y, mon cher. On a eu du mal à trouver des motifs aux relations tendues que le président Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé, entretenait avec son frère, son petit frère, comme il l'appelle, Macky Sall. Des relations tendues qui l'amenaient à un moment à sortir publiquement et à dire ce qu'il pensait du Sénégal, en tout cas, selon lui, qui a servi de base arrière pour déstabiliser la Guinée. Ça, c'était à la veille des élections dernières. Vous êtes peut-être mieux informé de cette situation. Qu'est-ce qui en dessous? Est-ce que c'est depuis le temps Sékou Touré, ce qu'on nous a raconté, la Guinée et le Sénégal ont eu du mal à partir ensemble, ou bien pour le cas du président de l'ex-président Alpha Condé, c'est nourri par autre chose? Je vais vous dire ce que j'en sais. Ce que j'en sais, c'est qu'Alpha Condé n'a jamais toléré les séjours répétitifs de Cellou Dalein Diallo à Dakar. Cellou Dalein Diallo, c'est quelqu'un qui a... C'est trop facile, il n'est pas fixé dessus. Attendez, non, il n'est pas fixé dessus. Non, je vais dire tout ce que j'en sais. Ce n'est qu'un argument. À un moment donné, on a agité l'idée d'un complot à partir de Dakar, qui aurait été concocté par Cellou Dalein Diallo, Tibou Camara et Diallo Sadakadia à partir de Dakar. C'est là où les relations ont commencé à se dégrader. C'est ça la réalité. C'est au tout début de cette affaire. Voilà. Au tout début du premier mandat. Voilà, justement. Après, il y a eu un certain nombre d'épisodes, parmi lesquels, par exemple, la crise Ebola. Quand un jeune Guinéen a traversé la frontière et a eu la maladie Ebola, a été soigné à Dakar. Et suite à cette décision, par principe de précaution, Macky Sall a fermé la frontière. Ça a été un incident très important qui a conduit à l'époque Alpha Condé à vouloir boycotter le dernier sommet de la francophonie de Abdou Diouf à Dakar. Il a fallu l'insistance de Diouf
pour que Alpha Condé accepte de venir participer à ce sommet. Mais quand il est descendu de son avion, Macky Sall a voulu lui serrer la main. Il a dit non, je ne vais pas vous serrer la main parce que j'ai Ebola. C'est dire l'état de la tension entre les deux. Au-delà de ça aussi, de tout ça aussi, il y avait un problème ethnique. Il faut dire la vérité aussi. Les grandes gueules. Alpha Condé a plus ou moins transposé les divergences ethniques intra-guinéennes dans ses rapports avec le Sénégal, pensant que pour des raisons d'affinité ethnique, Macky Sall soutient Cellou Dalein Diallo, Omaro Sissoko Embalo, etc., etc. Parce qu'il y a eu aussi ce débat. Et Alpha Condé a parlé à beaucoup de gens qui ont rendu compte à Macky Sall. Donc il a soupçonné à un moment donné Macky Sall d'être à la tête d'une sorte de complot pôle international pour installer des pôles un peu partout en Afrique de l'Ouest, etc. Mais il y avait eu ce problème aussi. Avant donc qu'on en arrive là, parce que Embalo c'est récent, et puis les tensions au niveau politique avec Macky Sall, ça aussi je peux dire que c'est récent, mais l'épisode d'Ebola que vous évoquiez à l'instant, est-ce que sur cela seulement vous ne pouvez pas vous dire que Alpha Condé n'était pas le seul problème dans ces relations plutôt tendues entre le Sénégal et la Guinée à travers les deux chefs d'État, parce que nous étions en crise, c'était réel, et le Sénégal a été le premier pays à adopter un tel comportement à l'égard de la Guinée. Mais écoutez, Ebola, c'est pas de la blague. C'est une maladie épidémique, dangereuse et mortelle. Ouais, non, attendez. Pour tout le monde, tout comme pour le Mali. Non, faut dire la vérité. Non, écoutez-moi. Ce n'est pas une blague, écoutez-moi, pour le Mali, par exemple. Quand les Toubabs ferment leurs frontières pour des ressortissants africains dans des zones épidémiques, ça ne pose pas de problème. Il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est-à-dire quand un Guinéen quitte le Sénégal, parce que ça, on n'est plus au niveau du fantasme, on est au niveau de la réalité. Il vient de la Guinée, il a Ebola, il est soigné à Dakar. Mais le minimum, c'est que Macky Sall prenne ses précautions. Il faut dire la vérité, c'est dit sans langue de bois. Je veux dire, si la situation inverse existait et qu'Alpha Condé ferme les frontières, ça ne m'aurait pas choqué. Absolument pas. La preuve, avec ce coronavirus, j'ai été soumis à des tests avant de venir et c'est normal. Quand je suis venu en Guinée pour la première fois, j'ai rempli un protocole que je n'avais jamais rempli auparavant. Mais c'est normal. Parce que la responsabilité d'un chef d'État aussi, c'est de protéger son pays. Mais après, il y a la question de la solidarité. Oui, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème d'ego personnel entre les deux chefs d'État et qui ont plongé, les pays, les deux pays dans ce qui s'est passé, la fermeture de frontières entre autres. Parce que si je l'entends, il veut dire que le problème, c'est Alpha Condé. Macky Sall, il n'est responsable de rien. C'est par précaution qu'il a agi. Parce que dans la même situation, le Mali était là. Nous sommes ouverts au Mali également. Et le Mali a adopté un comportement plutôt amical. Moi, ce que je veux dire. Les grandes gueules. Ce que j'en sais. Ce que je sais de la relation qui a causé cette tension. C'est ça que j'ai dit. Bien. Maintenant, à chacun d'interpréter les faits que j'ai évoqués. Vous dites, même si c'était dans l'effet inverse, vous ne seriez pas choqué. Mais est-ce que vous avez, ces derniers temps, été choqué par la fermeture de la frontière entre la Guinée et le Sénégal et une décision unilatérale de la Guinée? Est-ce que vous avez été choqué? De toute façon, comme on était dans une stratégie de la tension, dans une sorte de spirale de la tension, et puis bon, il y a un autre épisode qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est les t-shirts de Cellou Dalein Diallo. Non, est-ce que... Non, c'est important. Ça, c'est important aussi, parce que pour éclairer l'opinion. Oui, allez-y, Parce qu'il se trouve que pour sa dernière campagne électorale, Cellou Dalein Diallo a commandé 100 000... Il n'y a pas que Cellou Dalein Diallo, on n'a pas des soucis. Voilà. Dr Ousmane Kaba. Voilà. Qui venait de la frontière, parce que ça a été confectionné au Sénégal, ça venait de la frontière. Alpha Condé a pris ça comme étant une sorte d'acte de sabotage de l'État du Sénégal contre le pouvoir guinéen. Les grandes gueules. Et donc c'est aussi un fait. Lui-même, ces t-shirts ont été fabriqués en Chine. Bien. Alpha Condé, ces t-shirts ont été fabriqués en Chine. On va évoluer. Est-ce que vous avez été choqué? Parce que là, c'est... Par la fermeture de la frontière. Vous avez été choqué? Absolument. Est-ce que les arguments avancés par Alpha Condé, par la Guinée à l'époque, parce que c'est vous qui avez utilisé le terme protection. Oui. Est-ce que dans l'esprit de protection de la Guinée, de l'intégrité territoriale, vous devriez être choqué par la décision d'Alpha Condé? Non, vous savez pourquoi je suis choqué? Parce que tout dépend du motif pour lequel la frontière a été faite. Donc le motif... Non, attendez. Le motif pour lequel la frontière a été faite est un motif purement politique, voire politicien.
C'est ça, c'est dangereux ce que vous dites. Vraiment, hein. C'est dangereux parce que quand un président vous dit que ce sont mes renseignements qui m'ont donné l'information, vous dites que c'est politique. Non, d'abord. Alors que vous-même, vous avez parlé de protection. Non, je ne suis pas. Non, attends. On sait un peu ce qui se passe. Quand même. On est des journalistes, on n'est pas naïfs. Non, ça dépend. Moi, la version officielle, pour moi, une version officielle est une version mensongère. C'est ça la réalité. Moi, je ne crois pas aux versions officielles. D'accord, il a dit. La réalité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Alpha Condé a trop fantasmé de la déstabilisation venant du Sénégal. Fantasme. Mais c'est pas vrai. Vous aimez bien le... Non, mais il n'y a pas de... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous savez pourquoi c'est pas possible? La Guinée et le Sénégal ont un rapport particulier. Ça doit être un exemple unique au monde. Voilà deux pays frontaliers qui ont 3,5 millions de personnes ayant la double nationalité. Il y a une consanguinité entre ces deux pays. Une interaction entre ces pays telle que je trouve que c'est dangereux, voire malfaisant. Non. Bien. Il n'y a pas, Pendant que 5 minutes. Il n'y a pas 3,5 millions de personnes avec la double nationalité malienne et ça n'existe pas. Donc une interaction comme ça entre deux peuples et qui sont deux peuples similaires ne peut pas être interrompue pour des calculs politiques. Alors moi je vais vous dire, tout ça on l'a entendu par plusieurs fois. Le président de la République, même s'il n'est pas président aujourd'hui, c'était notre président. Et je ne crois pas que le fantasme soit le meilleur terme pour parler de motivation sur une décision qu'on a entendue, qui a été prise sur la fermeture des frontières. Les grandes gueules. La Guinée-Bissau et puis d'autres pays. Maintenant, moi je reviens à la question de la transition. Vous l'avez dit, il y a pas mal d'atomes crochus entre vous et notre pays, la Guinée. Mais je veux vous poser quand même cette question. Pourquoi vous êtes là, Yérim Seck? Je vous pose cette question. Pourquoi vous êtes sur le territoire guinéen? Je la termine. Est-ce que vous entrevoyez de rencontrer le CNRD? S'il vous était fait appel dans la perspective d'une collaboration, est-ce que c'est... Les grandes gueules. Yérim Seck. Que vous êtes un mercenaire de la plume, vous offrez votre plume au plus offrant. D'abord pour commencer. Voilà. Est-ce que vous êtes venu pour monnayer ça? Voilà. Complète ma question de sa pensée. Okay, très bien. C'est bon. Donc moi je suis connu pour être quand même un modeste spécialiste de la Guinée. Un modeste spécial de Guinée. Je pense être parmi quand même au monde, parmi les journalistes qui connaissent un peu la Guinée. Donc quand il se passe un événement aussi important sur la Guinée, je suis à 1 heure d'avion de la Guinée, je ne peux pas ne pas venir. Parce que je ne peux pas être resté à Dakar, continuer à faire dans la conjecture sans venir toucher le terrain. Les grandes gueules. Et il y a une autre raison qui m'amène ici, c'est que depuis 6 ans, je ne pouvais plus venir en Guinée. Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'ai quitté ici en 2015 dans des conditions difficiles. Donc, et c'est un pays où j'ai ma belle famille. C'est un pays où je compte énormément d'amis. Donc, de la même façon que beaucoup de Guinéens qui avaient quitté la Guinée depuis longtemps sont venus, je suis revenu en Guinée. Maintenant, par rapport au CNRD, je vais vous dire une chose. Moi, je milite clairement en fonction d'un soutien volontaire en faveur des activités du CNRD pour aboutir à une transition politique apaisée et incontestable en Guinée. Donc si le CNRD me demande, même si le CNRD ne me demande pas, n'attends pas qu'on me demande. Attends, mais laisse-moi, Jacques, laisse-moi aller au bout. Mais attendez, il y a un problème. Je suis bien d'accord, mais je ne le conçois pas. Non. C'est-à-dire que moi, il n'a pas fini. Non, Moussa. On ne va pas. Même si le CNRD ne lui demande pas, oui, quoi? Voilà. Je suis quelqu'un qui, par principe, qui, par choix, soutient le CNRD. Et comment vous allez... Mais vous l'avez dit, sauf que ça ne répond pas à un détail important, la mine. Il a dit militer volontairement. Moi, je veux savoir comment est-ce que vous avez pris la décision d'aller rencontrer le CNRD. À quel titre? Est-ce comme connaisseur de la Guinée
ou est-ce comme prestataire de services dans le cadre de cette transition? Voici ma question. Bonne question. Donc vous comprenez pourquoi je devais revenir là-dessus. En tant que journaliste, je suis en Guinée. Je vais rencontrer tous les acteurs. Par exemple, hier, j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir dîné avec Cellou Dalein Diallo. J'ai rencontré... Non, mais c'est vrai. J'ai rencontré Sidia Touré, je vais rencontrer les gens du CND, je vais rencontrer tous les acteurs impliqués dans la transition en Guinée, parce que je suis journaliste politique et l'information politique se trouve entre les mains des acteurs politiques. Bien, Cheikh, on va essayer d'évoquer le cas du Sénégal, parce que beaucoup de choses se trament aussi de ce côté. On a vu venir le 3e mandat. Et au Sénégal, Macky Sall y pense sérieusement. Est-ce que... Ben non, mais c'est important. On a tout de même vu des pancartes. Ouais. Vous savez, ça a commencé comme ça chez nous. Alpha Condé a fait comme s'il n'était pas intéressé. Et puis dans ce studio, on a reçu un vieux député un jour qui est venu nous dire qu'il faut un mandat à vie pour le président. Ça a commencé comme ça. Et au Sénégal, on a couvert les dernières élections là-bas. On a vu des pancartes qui sont sorties. Macky, il faut qu'il reste et tout ça. Est-ce que cette question est sur la table du côté du Sénégal? Bon, moi, ce que j'ai dit, je l'ai dit au Sénégal, je le répète ici. Aujourd'hui, en Afrique, dans tous les pays africains, il y a 3 tendances lourdes. La première tendance lourde, c'est une sorte de phobie des opinions publiques vis-à-vis des 3e mandats. N'importe qui s'aventure aujourd'hui à chercher un 3e mandat s'expose à un danger mortel. Ça, c'est évident. Deuxièmement, il y a une vigilance citoyenne à travers les réseaux sociaux qui fait que n'importe qui ne peut plus faire n'importe quoi. Troisièmement, il y a une prise de conscience démocratique des armées qui fait que n'importe qui ne peut pas jouer avec le feu. Alors, je pense que si Macky Sall s'amuse au Sénégal, dans le contexte d'aujourd'hui, à demander un 3e mandat... C'est une réalité. Non, ça dépend. Lamine, c'est plus compliqué que ça. Honnêtement. C'est-à-dire qu'il y a dans son bord des gens qui s'agitent. Il y en a beaucoup. Parce qu'on est en Afrique. Voilà. Et puis bon, les entourages, Alpha Condé même, je me dis, tu sais, en Afrique, c'est un peu, à un moment donné, c'est l'entourage qui te prend en otage. Te fait savoir que tu es un homme providentiel, rien ne peut marcher sur toi, toi ou le chaos, etc. Donc il y a des effets de cour et d'entourage. Mais Macky Sall que je connais, avec l'intelligence politique que je lui connais, je pense honnêtement qu'il ne peut pas s'aventurer sur ce chemin-là. Pour 2 raisons, à mon avis, 2 raisons. Il s'est passé en mars au Sénégal quelque chose d'exceptionnellement important pour l'analyse politique. C'est-à-dire le pays a failli basculer à travers des manifestations menées par des jeunes. La rage au ventre, c'était extra. Il a fallu qu'il recule pour sauver son pays. Ça, c'est un signal fort. Deuxièmement, ce qui vient de se passer en Guinée, la porte du Sénégal, aussi est un autre signal. Revenir un peu sur la Guinée encore, sur cette transition. À l'orée donc de cette transition, nous attendons des élections et nous avons déjà vu la communauté internationale entre guillemets qui a condamné donc le coup d'État. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Guinée aurait la possibilité de mobiliser les fonds pour organiser une élection sûre, ou alors est-ce que le fait que la Guinée a une monnaie propre à elle est un avantage ou un... Non, c'est un avantage fondamental. S'il faut que la Guinée imprime 1000 milliards de francs guinéens pour organiser ces élections, la Guinée doit le faire. La Guinée, à mon sens, doit... Mais c'est un mauvais conseil, ça. Non, c'est pas un mauvais conseil, c'est la vérité. C'est une question de souveraineté. La Guinée a rendu... Les grandes gueules. Pour une fois, la Guinée a la possibilité de s'ancrer définitivement dans la démocratie et l'état de droit. Parce qu'il y a eu le virage raté de 2009-2010. Et ça, la souveraineté, ça a un prix. Ça a un coût. Bien. On est devant une CEDEAO qui est dans une stratégie de chantage vis-à-vis de la Guinée, alors que la CEDEAO était muette lorsque Alpha Condé... non, attends, il n'a pas fait que changer la constitution. Alpha Condé a aboli la constitution de Guinée. Tu vois. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la Guinée, le peuple de Guinée, placé devant lui-même, doit assumer ses responsabilités en dehors de toute pression extérieure, de toute pression venant de l'argent. Donc, la Guinée doit se donner les moyens d'organiser en toute souveraineté son élection, suivant son agenda,
suivant ses enjeux stratégiques, suivant sa vision de l'avenir, pour ne subir aucun chantage lié à l'argent. C'est très important parce que c'est un tournant important. C'est un nouveau départ qui est fondamental pour l'avenir de ce pays. Un journaliste, Cheikh Yermoussa, qui vous pose cette question, il dit, mais si vous êtes contre le 3e mandat en Guinée ou au Sénégal, pourquoi vous vous acharnez contre Ousmane Sonko, qui constitue un peu la relève, l'espoir? Je ne me suis jamais acharné contre. Quels sont vos rapports? J'ai pas de rapport particulier avec Ousmane Sonko. C'est quelqu'un que je connais, que j'ai interviewé, avec qui j'ai parlé beaucoup à un certain moment. Je n'ai aucun problème avec Ousmane Sonko. Mais vous savez, l'exercice du journalisme est très difficile en Afrique. C'est-à-dire, quand on dit du bien de quelqu'un... Ah, mais je comprends très bien. Voilà, il a le même rapport avec un parti politique ici, Samba Karim. Quand on dit autre chose, Les on grandes devient gueules. subitement son ennemi, alors que le propre de notre métier, c'est quand même l'équilibre. Mais il y en a qui ont du mal à considérer l'équilibre comme étant une vertu, alors que c'est la vertu fondamentale de notre métier. Mais comme on l'a dit, vous avez signalé tout de suite que, par exemple, la Jeune Afrique, vous avez un portefeuille. Est-ce qu'un pays qui accepte, par exemple, de prendre des pages peut avoir quelques faveurs dans le traitement de l'information? Parce que En voilà. tout cas, ça moi, nous- ce dont je peux témoigner, pendant que j'étais à Jeune Afrique, on a fait beaucoup de plus sur la Guinée, on a fait beaucoup de plus sur la Côte d'Ivoire, on a fait beaucoup de plus sur le Mali, on a fait beaucoup de plus sur beaucoup de pays sur lesquels j'ai écrit. Personne ne m'a jamais dit d'écrire dans tel ou tel sens. Bien. D'accord. Au moins, je peux en témoigner. On a que 3 minutes, allez-y. Pour le Sénégal, pour le Sénégal, une dernière chose, peut-être par rapport à cette opposition dont on parle, la coalition qui s'est créée avec Ousmane Sonko, Khalifa Sall, est-ce que vous estimez que la relève pourrait venir de là, si bien entendu on exclut l'option 3e mandat pour Macky Sall? Hein? Le PASTEF. PASTEF. Ouais, c'est le parti de Vous savez, le jeu politique est éclaté. Aujourd'hui, rien que dans l'opposition, il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle créé par Ousmane Sonko, Khalifa Sall, tout ça, qui est un pôle important. Il faut dire la vérité. C'est même aujourd'hui le pôle le plus important de l'opposition. Parce que Ousmane Sonko était candidat à l'élection présidentielle et a fait 15%. C'est lui un peu le porte-drapeau de ce pôle qui est le plus important. Mais il y a aussi d'autres pôles de l'opposition. Par exemple, il y a le pôle amené par le PDS. Et le PDS, il faut savoir, c'est la partie de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il faut savoir que le PDS a un réservoir naturel très important. Donc il y a d'autres pôles dans l'opposition. Il y a le CRD, qui est le pôle constitué autour de l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye, etc. Donc il y a plusieurs forces. Mais il y a aussi les forces internes au parti au pouvoir. Par exemple, il y a des personnalités fortes au niveau du parti au pouvoir qui peuvent prendre la relève si Macky Sall se retire en 2020. Je pense que c'est trop tôt pour pronostiquer sur la victoire en 2020. C'est vrai que vous avez reconnu votre attachement à la Guinée et le coup d'État intervient, vous courez pour rentrer en Guinée. Est-ce que le coup d'État ou les 2 coups d'État au Mali vous ont-ils intéressé? Quel a été votre apport à ces niveaux? Le coup d'État au Mali, pour moi, est le symptomatique justement de ce que j'appelle le coup d'État démocratique. C'est-à-dire la nécessité, le désir que ressentent aujourd'hui les armées de procéder à des rectifications. Vous avez dit la même chose pour la Guinée. Quand il y a des dérapages, non mais quand il y a pour le coup d'État guinéen, vous l'avez dit la même chose. Mais quand il y a des dérapages dans un pays où la Covid a laminé totalement le pouvoir d'achat des gens, quand le fils du président de la République se retrouve au Baléares avec en bonne compagnie, mais ça ne peut qu'aboutir à des situations comme ça. Donc il est arrivé un moment où nos armées sont vigilantes, nos oppositions publiques à travers les réseaux sociaux, nos opinions publiques sont vigilantes. Donc il faut de la rectification. Alors si Macky Sall tentait de faire un 3e mandat, si l'armée le déloge, vous allez féliciter l'armée sénégalaise. Évidemment. Alors, la rectification, quand il touche la démocratie, évidemment. D'accord. Et aussi en termes par rapport aux élections qui se tiendront en Guinée à l'issue de cette transition, vous qui connaissez la Guinée, selon vous, qui pour gérer cette Guinée, qui vous voyez capable de remporter ces élections, entre guillemets, et qui selon vous pour gérer ce pays? Vous qui êtes entre 2 feux, Sidia Touré, c'est le Dalen Diallo. C'est pas 2 feux. Ah, je ne suis entre aucun feu.
Je suis un journaliste politique qui a des rapports avec Sidéa Touré, avec Cellou Dalein Diallo, avec d'autres personnalités, y compris des personnalités du régime d'Alpha Condé. Comme je l'ai dit, Ibrahim Kassori Fofana, c'est un grand frère. J'assume moins de nos relations, en dépit de la météo politique, des aléas, des renversements de pouvoir, etc. Bien. Bref. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il est très difficile de pronostiquer en Guinée. Ah bon? Bien. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Parce que le vote en Guinée est à la fois affectif et sociologique, pour ne pas dire ethnique. Merci. Donc je pense qu'il faut laisser les choses se faire pour avoir plus de lisibilité. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez les GG Cheikh. Yerim Seck, il faut le rappeler. Notre invité ce matin, grand merci. Parce que Zakaria, chaque fois que je viens ici, me harcèle de questions sur les mêmes thèmes. Sur les mêmes thèmes. Je pense que il y a 5 ans, c'était les mêmes thèmes. On va poursuivre. Voilà, vous allez poursuivre ça hors antenne. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Dans un instant sur Espace TV, les infos avec la rédaction et sur Espace Radio, la playlist évidemment. Merci, à demain, au revoir.